Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Les 3 casquettes du manager. Aujourd'hui, c'est le manager coach. On va avoir ce webinaire pendant 1 heure avec un temps de questions-réponses qui sera prévu en fin de webinaire. Moi, je suis Benjamin Sachs, votre animateur. Je suis consultant et formateur. J'accompagne les entreprises dans leur transformation avec des volets de stratégie, d'organisation, de management vertical et transversal. Et puis, je suis également entrepreneur dans le secteur du luxe. Et on vous propose ce webinaire avec G-Réseau, cabinet de conseil, organisme de formation et maison d'édition sur des sujets RH, d'efficacité professionnelle et de management. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous proposer un premier temps sur la clarification de qu'est-ce que le manager coach et qu'est-ce que ça recouvre réellement et comment on le distingue de ce qu'on appelle habituellement un coach et les techniques du coaching. Deuxième temps sur développer et accompagner les activités du manager. Ce sont les deux grandes missions associées au manager coach, comme on avait pu le voir précédemment pour le manager boss et le manager leader. Et puis enfin, un troisième temps, on va essayer de regarder quelques leviers pratiques, des outils, des méthodes, à la fois sur le temps court et le temps long, du développement et de l'accompagnement des collaborateurs. Pour commencer, comme on l'a fait dans les précédents webinaires, ça peut être intéressant de regarder l'origine du terme coach. Et en l'occurrence, ça vient du français. Et l'origine, si vous ne le savez pas, c'est le coche, qui est cette voiture conduite par un cheval et un cocher qui permet de faire des longues distances. Ça a évolué dans le temps et ça a infusé dans la langue anglaise avec cette notion de coach qui était dédiée plutôt à un tuteur particulier, donc un coach personnel, individuel, notamment dans les universités, pour pouvoir réussir ses examens, obtenir ses diplômes. Et puis ensuite, on a cette dimension sportive qui est infusée entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, toujours dans l'environnement anglo-saxon, cette fois-ci plus particulièrement aux États-Unis, avec l'entraîneur sportif, ce qu'on connaît bien aujourd'hui, le coach sportif. Et puis, bien sûr, le mot a continué d'évoluer et le coach est intervenu sur des dimensions davantage personnelles dans un premier temps, et puis il est revenu dans la dimension plus professionnelle de l'entreprise avec les coachs en entreprise et la dimension coach dans le management. Ce qui est intéressant de regarder, je vous propose cette frise chronologique, c'est de pouvoir regarder un parallèle entre cette évolution de l'entraînement sportif et l'évolution du management. On en avait déjà parlé dans les précédents webinaires. Le manager hiérarchique avait une fonction très orientée sur la supervision, c'était le contremaître, et puis progressivement, elle a évolué. Ça a été la même chose pour l'entraîneur sportif. Et ces deux courants se sont nourris d'une certaine manière, avec une influence où le manager d'équipe sportive a davantage mis en place de l'organisation, de la préparation, de la stratégie et éventuellement de la préparation aussi mentale sur dimension psychologique. Et puis du côté du manager, on a aussi cette influence des mouvements autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, qui a pris ses racines dans d'autres mouvements, à la fois sur des quêtes spirituelles, sur des approches de pensée positive, en tout cas avec cette notion qu'on peut se développer en continu et qu'il y a une forme d'auto-amélioration possible. Et donc ces courants ont évolué, ont infusé aussi au travers d'un contexte qui était celui de la mutation du travail, des formes de travail, la fonction RH qui est devenue plus stratégique dans le développement des collaborateurs, de leur carrière, et puis aussi la recherche et les avancées dans la psychologie humaniste et comportementale. Donc comme vous le voyez, dans ces trois courants entre la forme sportive, le côté développement personnel et puis le management, il y a eu des influences réciproques. Un point marquant dans les années 70, c'est l'apparition de la notion de servant leader, ce manager qui est au service de l'équipe.
Et puis ensuite, l'apparition aussi en entreprise de ce qu'on appelle l'executive coaching. Donc, on va coacher un dirigeant en s'appuyant sur les techniques du coaching. Et puis, important aussi de le rappeler, en 2001, le manifeste agile qui va poser un certain nombre de principes et qui a donné naissance ensuite à l'apparition de coach agile. Et le management s'est beaucoup inspiré aussi de ces différentes influences. Ce qui nous amène à ce qu'on pratique depuis une quinzaine d'années. Je dis on, puisque j'évoque souvent mon ami et collègue père Olivier Delorme, et on a synthétisé ces différentes approches dans le management d'équipe avec ces 3 casquettes. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé ces 3 webinaires et celui-ci plus particulièrement sur la casquette de coach. Donc précédemment, on avait fait un focus sur la casquette de boss, dont les missions sont l'organisation et le pilotage. Le leader va demander au manager de mobiliser et d'animer son équipe au quotidien. Et puis aujourd'hui, donc ce focus sur l'accompagnement et le développement. Quel est l'objectif derrière ça? C'est qu'on veut rendre les personnes à la fois compétentes et autonomes, et il y a un certain nombre de bonnes raisons à ça. Alors, l'une des premières, ça serait peut-être de pouvoir répondre aux attentes des collaborateurs. Pour ça, je vais vous proposer un petit sondage, comme on a pris l'habitude de le faire, et ça nous permettra de découvrir un petit peu que disent les études sur les attentes des collaborateurs. Alors, un premier sondage, si vous avez envie de participer, qui est assez récent, donc 2023, l'étude a été faite en 2023 et publiée en 2024, Gallup, qui est souvent sur ces sujets de motivation et d'engagement au travail. Quel est le pourcentage de l'engagement d'équipe qui est attribuable au manager? Donc, on est bien sur quels sont les leviers d'engagement et 3 propositions qui vous sont faites. Est-ce que ça serait plutôt 50%, 70% ou 90% des collaborateurs qui sont sensibles à ce que fait le manager pour les engager? À vous de jouer si vous voulez bien. Je suis accompagné de Kelly, donc, qui m'aide à mettre en place les différents sondages et puis aussi à collecter vos questions pour tout à l'heure. Alors, les résultats du sondage, on a une majorité de bonnes réponses parce que c'est bien 70% de collaborateurs qui sont sensibles à ce que fait le manager pour être engagés. C'est plutôt rassurant. On est bien dans les clous pour notre sujet et ce que peut faire le manager pour que ça fonctionne. Deuxième sondage qui était intéressant de partager avec vous, quel est le pourcentage des employés qui sont peu engagés et qui disent que c'est par manque de coaching qui sont peu engagés? 3 propositions à nouveau. Est-ce que ce serait 45%, 65% ou 85% des employés? Certainement plusieurs facteurs qui sont en jeu. Mais est-ce que c'est le coaching qui manque? Merci Kelly pour les résultats. Alors vous êtes 55% à penser que c'est 80%, et donc on a une majorité à nouveau de bonnes réponses. C'est énorme. 85% des employés qui disent manquer de coaching. On va essayer de clarifier qu'est-ce qu'il y a derrière le coaching. En tout cas, c'est une attente et ça vaut le coup de bien préciser ce qu'on peut leur apporter au travers du coaching et sous quelle forme. Puis, dernier sondage qui lui était aussi assez éclairant sur les attentes des plus jeunes, la génération Z. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la fréquence à laquelle la génération Z souhaite recevoir du feedback de la part de son manager. Alors, 4 propositions pour changer, pardon, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, plusieurs fois par semaine ou 1 fois par jour. Je ne sais pas si dans les participants, il y a des générations Z. En tout cas, ce sera intéressant de voir quelle est votre perception de la fréquence, ou ce que vous avez peut-être observé autour de vous en entreprise. Là aussi, une majorité de bonnes réponses. Bravo à tous. Vous avez bien joué l'activité sondage. C'est bien plusieurs fois par semaine. C'est une bonne majorité. Et effectivement, dans les sondages en anglais, on parle souvent de meaningful feedback, du feedback qui a du sens.
de la semaine dernière, donc le Meaningful Feedback Last Week. Donc on sent que cette proximité dans la communication avec les collaborateurs devient une attente très forte, alors, pas que pour les générations Z, mais en tout cas, elle est très affirmée. Ce qui paraissait indispensable pour pouvoir rentrer dans le sujet, c'est aussi de distinguer qu'est-ce que réellement un manager coach par rapport à ce que peut être un coach sportif ou un coach personnel. La première notion qui paraît importante de distinguer, c'est la neutralité. Il y a effectivement ce lien de subordination avec le collaborateur qui fait que le manager, lui, il a un lien hiérarchique, il a un pouvoir d'évaluation, d'orientation du manager. Donc évidemment, ce sont des choses qui sont très spécifiques dans la relation au manager et qui ne sont pas comparables, bien sûr, avec le coach sportif, coach personnel, qui sont à l'extérieur et qui sont des tiers plus neutres. Il y a aussi la finalité du coaching, alors qu'elle est plutôt sur l'individu, sur le coaching sportif ou personnel. Là, il y a bien sûr des impacts pour le collectif, y compris pour le manager, pour les collaborateurs, pour l'entreprise. Dans la dimension coach du management, le périmètre d'action n'est pas le même. On va être sur la vie privée, sur les résultats sportifs, sur la santé, la forme, personnalité, psychologie. Alors bien qu'il y ait une dimension psychologique dans le management, on est sur un autre registre, on va le voir dans le détail. Et puis la temporalité, enfin, qui est, à mon sens, un volet qui est particulier, c'est que c'est en continu avec le manager et il va devoir porter son rôle, cette triade entre le boss, le leader et le coach, en continu. Donc ça s'inscrit dans un tout, alors que le coach sportif et personnel, lui, est sur une mission particulière, bien spécifique, dans une temporalité qui est en général bien définie. Alors, ce coaching managérial, on peut l'interroger sur pourquoi il faut mettre en place du coaching dans le management. Alors, l'objet déjà du coaching, il s'agit, l'objet et non pas du sujet, donc on ne va pas coacher la personne pour ce qu'elle est, mais on va surtout chercher à coacher ses missions, ses compétences et les situations de travail. Donc, bien sûr, le sujet, c'est la personne, mais l'objet, ce n'est pas la personne. Pourquoi? Il y a un intérêt commun à faire ce coaching. D'une part, parce qu'on sait qu'en développant les compétences et l'autonomie, on a parlé dans nos précédents webinaires, on va pouvoir concilier à la fois la performance et le bien-être de l'équipe. Et si on regarde plus spécifiquement pour le collaborateur, ça lui permet d'être à l'aise dans son poste et ses missions. On va l'aider à réussir son travail au quotidien et puis on va essayer de lui permettre d'évoluer s'il le souhaite, ou en tout cas de pouvoir l'éclairer et l'encourager là-dedans. Pour le manager, d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur job et qui sont compétents, ça permet de soutenir la mission et de ce qui lui est demandé, ce qui est attendu par le manager et son équipe. Ça lui permet de développer ses propres compétences, donc c'est assez intéressant d'aller dans cette dimension coach du management. Et puis, bien sûr, ça va renforcer l'équipe puisqu'il va y avoir des interactions assez naturel entre le développement des compétences et l'autonomie d'un collaborateur et en réciprocité avec ses collègues. Alors, comment on s'y prend? On va à la fois s'appuyer sur des outils managériaux qui sont issus de différentes approches et on va aussi s'appuyer sur quelques techniques issues du coaching. On va faire un tour assez rapide, mais néanmoins, on voit que c'est déjà assez riche de qu'est-ce qui est propre au coaching et qu'on va essayer d'insérer dans le management. La contractualisation, ce principe de contractualiser les choses, on en parlera notamment lorsqu'on parle de délégation, la formalisation d'objectifs et de challenges, on en a parlé dans la casquette pilote boss, où on va essayer de piloter les objectifs avec les objectifs PAM, mais aussi cette notion de challenge qu'on retrouve beaucoup dans le sport, les techniques de questionnement ouvert pour inviter à la réflexion, l'écoute active, la reformulation, je pense que ce sont des techniques que vous connaissez, vous êtes familier à cet usage. S'il y a des managers, des RH qui eux-mêmes s'appuient sur ces techniques. Le feedback, on fera un focus là-dessus tout à l'heure. Le développement de la réflexivité, de pouvoir inviter à la prise de recul. Et puis, bien sûr, ce côté entraînement, mise en situation, qui est propre au coaching et on le connaît aussi beaucoup dans le coaching sportif. L'une des techniques ou des approches, c'est valoriser et célébrer. Peut-être pas toujours courant dans les entreprises. On sait que
les collaborateurs dans les sondages disent qu'ils manquent de reconnaissance, et vous l'avez sans doute vous-même observé par vous-même. Alors, pour décrire ce qu'on appelle la casquette coach au travers de ces missions, 2 grandes missions, développer et accompagner. Et comme on disait tout à l'heure, il y a un objectif derrière, c'est de pouvoir développer la compétence et l'autonomie de son équipe. Alors, on va regarder en quoi consiste développer, parce que c'est souvent des termes valises, un peu abstraits, et ça paraissait intéressant de pouvoir le décrypter et l'inscrire à la fois dans des activités concrètes au quotidien, et puis pour le manager, lui faciliter la tâche, et c'est notre métier de développer leurs compétences, de pouvoir l'inscrire dans j'ai une problématique, quelles compétences je développe et qu'est-ce que je mets en pratique. Alors du côté accompagné, on est sur un temps qui est au quotidien, dans le réel, où on va chercher à responsabiliser et à soutenir son collaborateur. Et dans la partie développée, on va chercher à révéler sur un temps court et sur un temps long quelles sont les compétences, quels sont les atouts, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, et de pouvoir essayer d'activer un certain nombre de solutions pour faire progresser. Là aussi, dans un temps court, pour pouvoir réussir ses missions au quotidien, et puis dans un temps long, pour pouvoir éventuellement évoluer. Alors, quand on regarde en détail, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de révéler, bah, c'est déjà de pouvoir faire un état des lieux, de repérer les forces, les besoins clés. Donc, on est bien sûr sur le registre de la compétence, de se dire, bah, tiens, moi, en tant que manager, j'ai ces besoins, l'entreprise aujourd'hui a ajusté ses orientations et mes activités vont devoir répondre à un certain nombre d'attentes. Comment je réponds aussi aux besoins du collaborateur dans son développement de compétences. Donc, on passe par des exercices de cartographie et d'analyse dont on va parler dans un instant. Le sujet de la motivation, évidemment, je dis évidemment parce que révéler, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose qui est très spécifique et très individuel. Donc, ce travail pour le manager coach de pouvoir explorer avec le collaborateur et de réfléchir à des solutions pour pouvoir générer de la motivation et pourquoi pas aussi agir, s'il le peut, sur les facteurs de démotivation. Et puis, ensemble, de pouvoir définir et suivre une cible de progression qui se définit dans le temps, souvent avec le soutien de la RH, pour pouvoir la matérialiser et faire prendre forme. Pour ce qui est de faire progresser, qui est une activité en tant que telle, en 3 sous-activités, déployer des formes d'apprentissage. Là, on est dans le sujet de la formation. On sait qu'historiquement, le manager, c'est le sachant. Donc, bien sûr, on peut imaginer que le manager transmet de la connaissance et fait lui-même le développement de la compétence, mais bien sûr, d'autres acteurs, les collègues en binôme, des tuteurs, des référents, parfois des formateurs internes en entreprise, et puis aussi des professionnels de formation comme Gérézo, et comme bien sûr vous avez l'habitude de faire appel, pour pouvoir essayer de professionnaliser le collaborateur en fonction des besoins qu'on aura identifiés en amont. Pourquoi l'expérimentation permet de progresser? Évidemment, on sait que dans un système où il y a de l'incertitude, de la complexité et puis du changement permanent, il va falloir sortir un peu de sa zone de confort, essayer d'autres choses, mais on verra aussi que pour la motivation, ça a un impact très fort de pouvoir dédier du temps et de façon structurée, de pouvoir essayer des nouvelles choses, de pouvoir être dans l'initiative, la proposition. Et puis ça peut aussi passer par des choses un peu plus structurées, comme de l'amélioration continue. Alors, valoriser les singularités et ouvrir des perspectives, là aussi, ça va recouvrir un certain nombre d'actions, dans des activités que le manager peut mener pour faire progresser, en s'intéressant à l'utilité sociale, à l'utilité pour le collectif, de la contribution du manager, et de voir pour l'entreprise aussi comment ça peut ouvrir des perspectives et réfléchir à une carrière dans un temps un petit peu plus long. Du côté de l'accompagnement, quand on parle de responsabilisation, puisque notre sujet, c'est bien le deuxième sujet après la compétence et l'autonomie, c'est déjà pouvoir clarifier le cadre, quel est le périmètre, quelles sont les responsabilités, et formaliser d'une certaine manière l'engagement, et bien s'assurer qu'on arrive à engager le collaborateur dans l'action. Tout ça n'est pas figé, et donc au quotidien, il y a besoin aussi d'ajuster l'autonomie, de réfléchir à ce qu'on appelle la latitude, notamment la latitude décisionnelle, et quel est le pouvoir du collaborateur au quotidien pour pouvoir, ne serait-ce que dire les choses, mais aussi de pouvoir agir.
Et puis, encourager la prise d'initiative et de décision. Là aussi, tout ça se fait dans un écosystème et il y a un certain nombre d'actions que le manager peut mettre en place pour responsabiliser le collaborateur. Ça passe bien sûr par le processus de délégation. Donc, on distinguera bien ce qui est autour de sa mission, de son poste, de son métier avec l'évolution, puisque les postes ne sont pas figés, justement dans ce monde qui change, mais de ce qui dans le cadre de la délégation, hein, de ce qui est plutôt dans le périmètre du manager, mais qui peut, parce qu'il est plutôt opérationnel, centré sur l'expertise, non seulement être transféré au collaborateur dans un cadre bien structuré, en veillant à développer bien sûr la compétence et la motivation du collaborateur, puisque c'est quelque chose qui est accepté, consenti et qui n'est bien sûr pas imposé. Accompagner, c'est aussi soutenir, on l'a vu dans le métier de coach, hein, l'idée c'est bien ce qu'on entend derrière le coach, c'est aussi celui qui encourage. Ben, pour pouvoir encourager et soutenir dans le temps, on va voir que la dynamique d'entretien régulier qui est ritualisée, elle est absolument incontournable. Et je vous proposerai voilà, une manière de le visualiser et de le mettre en place. De pouvoir entretenir un dialogue constructif, c'est pas quelque chose qui se fait forcément facilement. Non seulement il y a besoin de temps, il y a besoin de compétences, et il y a quelques outils qui permettent de mettre en place ce dialogue dans lequel on va essayer de se mettre à la place du collaborateur, de ne pas prendre la main trop, de le laisser réfléchir, proposer, d'analyser, et puis ensuite de pouvoir s'engager. Et puis d'explorer les marges de manœuvre et lever les freins. Forcément, il y a un certain nombre d'aléas entre le travail qui a été prescrit, qui a été imaginé au départ, des obstacles internes, externes, et donc le soutien, ça sera aussi de passer par aider le collaborateur à trouver des solutions et à lui proposer, dans la mesure du possible, les conditions de réussite du travail qui lui est demandé. On a évoqué le cycle du management la dernière fois pour pouvoir inscrire au quotidien de façon cyclique les activités en activant ces casquettes. Là, on va faire un focus sur le coach et on va commencer par la première mission développée avec l'aspect révélé au travers de l'activité, repérer les forces et les besoins clés. On peut le faire de manière différente, le champ est large. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà la matrice de compétences simplifiée. Simplifiée, elle est bien sûr simplifiable encore d'après le modèle que je vous propose, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, je peux avoir la vision équipe et faire un focus sur le collaborateur. Ça va m'aider, ça va aider les collaborateurs pour pouvoir ajuster et ensuite piloter le développement des compétences. On se concentre sur l'exercice, sur quelques compétences clés pour pouvoir réussir le travail et pouvoir répondre aux différentes orientations stratégiques de l'exercice. On essaie d'identifier, de distinguer ce qui est du domaine des hard et des soft skills, parce que bien sûr, dans l'accompagnement, ça ne va pas avoir les mêmes incidences. Et puis, je vais pouvoir identifier pour chaque collaborateur son niveau, entre 1 et 4, entre non compétent et expert, souvent l'expertise qui est associée au fait d'être en maîtrise, et de pouvoir aussi également former les collègues, par exemple. Ce qui est intéressant dans cette approche de la matrice de compétences, c'est aussi de pouvoir indiquer le niveau attendu et de se poser la question, quelle est mon exigence cette année sur cette compétence, et de ne pas chercher à développer toutes les compétences en même temps, tout le temps, ce qui serait très déraisonnable, voire délétère. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, là, j'ai bien telle compétence qui a un attendu aujourd'hui, une exigence d'être au niveau 3 pour le collaborateur 1, et c'est satisfaisant, il est au niveau attendu, je n'ai pas besoin aujourd'hui qu'il soit en maîtrise totale sur cette compétence, ce qui ne serait pas forcément le cas du collaborateur 3. Et cette photo me permet bien sûr d'avoir la visualisation de où en est mon équipe pour pouvoir répondre aux orientations et aux activités que je dois mener, aux objectifs que je dois atteindre. Et ça me permet bien sûr de voir très rapidement où est-ce qu'ils en sont les uns par rapport aux autres. Est-ce que j'ai besoin de renforcer mon équipe? Bien sûr, je ne peux pas toujours recruter des profils par rapport à la charge de travail. Donc, comment je vais pouvoir développer la compétence dans mon équipe et profiter justement peut-être des croisements en binôme entre des collaborateurs qui sont en capacité de fermer et d'autres qui ont besoin de monter en compétence. Ça, c'est une première étape. On peut la faire de façon encore plus simplifiée, mais elle va sur un volet beaucoup plus opérationnel et pragmatique que les grilles de compétences qu'on a l'habitude de remplir dans le cadre RH des entretiens annuels. Et là, surtout, je peux
l'adapter de façon très opérationnelle par rapport aux compétences clés très métiers du quotidien. On pourra bien sûr faire un focus sur le collaborateur pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder ensemble le modèle de Karasek qui est particulièrement intéressant parce qu'on va essayer de regarder en parallèle de la compétence et du travail qui est donné, quelle est la pression du travail, quelle est la pression du poste, est-ce qu'il y a une charge, est-ce qu'il y a une intensité qui est importante et quelle est la latitude décisionnelle du collaborateur. Et quand on parle de l'attitude décisionnelle, ce dont on parle, c'est est-ce qu'il a le pouvoir de prendre des décisions, est-ce qu'il est autonome, une forme de contrôle, puisque c'est bien le terme en anglais. Et donc, 4 zones qui se dessinent. La zone de confort pour le collaborateur qui n'a pas beaucoup de pression, mais qui a une forte latitude sur cette tâche. Et puis, la zone de développement, où là, on se dit, il y a de la pression, il y a de la compétence, donc on peut aller plus loin. La zone de tension, quand il y a une forte charge, mais qu'il y a peu de latitude. Et puis, la zone d'inertie, où le collaborateur, là, il vit pas une forte pression et il n'a pas forcément de latitude. Donc, c'est des zones qui vont, on va le voir dans un instant, avoir des impacts différents dans le management pour pouvoir accompagner. Mais ce qu'on ne regarde pas souvent, et c'est là où le modèle Karasek est particulièrement puissant, c'est de regarder la dimension de soutien. Quel est le soutien qui est offert aux collaborateurs par le manager, par l'équipe? Et c'est là où on voit les interactions qu'il y a dans la casquette de coach entre le collaborateur et l'équipe, et comment on passe de l'individuel à l'équipe. Et donc, on voit cette zone extrêmement dangereuse où on peut imaginer que lorsqu'il y a beaucoup de pression, peu de latitude et peu de soutien, c'est là où on peut aller dans le champ des risques psychosociaux, où la charge de travail et le contexte dans lequel elle s'effectue, notamment sans soutien, est extrêmement délétère. Donc, cette lecture, elle va pouvoir être croisée à cette grille de compétences et ça va permettre au manager d'avoir une lecture à la fois, bien sûr, sur le niveau des compétences, mais aussi sur la pression du poste, ou la pression de la tâche et la latitude décisionnelle du collaborateur. Je vais pouvoir en tirer des conclusions sur la zone dans laquelle le collaborateur va se trouver. Est-ce qu'il est plutôt en développement, en tension, en inertie, en confort? Et puis moi, ça va me donner des clés pour me dire, bon, il est en zone de confort, pas beaucoup de contraintes, il a plutôt de l'autonomie. Alors oui, il est dans la routine, attention, peut-être qu'il va s'ennuyer, peut-être qu'il va se relâcher, il y a peut-être des choses à faire pour le sortir de sa zone de confort sans le mettre en difficulté. Pour ce qui est des zones de développement, on peut imaginer que ce côté coach qui va chercher du challenge, ça peut se faire avec de l'apprentissage, de l'accompagnement, bien sûr, du soutien. Zone de tension, risque de stress, surcharge et démotivation. On a vu que ça peut aller encore plus loin avec une usure, notamment lorsque ça s'installe un peu trop dans le temps. Et puis, la zone d'inertie, on peut se dire, tiens, peut-être que le collaborateur va se désengager, il n'a pas beaucoup de latitude, pas beaucoup de pression, en tout cas en termes d'intensité et de charge de travail, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Parce que quand on parle de charge de travail, ça peut être surcharge ou sous-charge, et ça peut aussi arriver, en tout cas sur certains postes, sur certaines fonctions. Je vous ai proposé de l'illustrer là avec un collaborateur dont le métier c'est d'être chef de projet digital, pour que vous puissiez imaginer que, sur sa compétence de gestion de projet, ça ne va pas avoir les mêmes impacts par rapport à son niveau. Là, on voit qu'il est en 3 avec le niveau attendu, par rapport à l'animation d'équipe, où là, il est en niveau 2. Alors que c'est insatisfaisant dans le sens où il n'est pas au niveau attendu, et en plus, il y a beaucoup de pression sur le poste, et il a peu de latitude, par exemple, pour animer l'équipe. Imaginons que c'est une équipe transversale. Du coup, ça révèle la tension, puisque c'est bien ça qu'on cherche à faire, et ça peut mettre en alerte le manager pour piloter ça et mettre en place les actions de soutien ensuite qui seront nécessaires dans le volet accompagnement, qui est le deuxième volet. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la partie compétences. Je voulais aussi vous parler du Sweet Spot, qui est un outil qui est absolument incroyable, méconnu ou sous-utilisé en entreprise. Son origine, c'est le sport, et il était la traduction de ce point de rencontre entre la puissance, la précision, la justesse, le relâchement dans le geste sportif. Le père de l'application du Sweet Spot en entreprise, c'est Bill Gore, avec ce qu'il a appelé, lui, le personal fit, le right fit du collaborateur dans l'entreprise, où il voulait laisser de l'autonomie
aux collaborateurs le pouvoir de dire les choses, et puis ça a été repris aussi à la fin des années 2000 dans les écrits de Robinson, qui a essayé de remettre du sens dans le fait que ce qui passionne, ce qui stimule les collaborateurs, ça leur permet aussi de se sentir bien en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on l'applique en entreprise? C'est le point de rencontre entre les besoins de l'entreprise. Effectivement, elle a besoin que nos collaborateurs fassent un certain nombre de choses. Le collaborateur, lui, a un certain nombre de compétences qu'il peut d'ailleurs développer pour pouvoir répondre à ses besoins de l'entreprise. Et on va le croiser à ses motivations, ses appétences, de façon très triviale. Moi, j'aime bien dire ses kiffs. Qu'est-ce qui le stimule? Et donc, le sweet spot, c'est ce point de rencontre. Et bien sûr, on ne peut pas être tout le temps dans ces trois cercles. En revanche, on peut chercher à explorer quel est le domaine de la motivation et de l'appétence qui n'est pas toujours fait, et ça, le coach peut tout à fait le faire, et essayer d'être un maximum dans cette intersection-là. Qu'est-ce que ça pose comme problème si je ne suis pas à l'intersection? Le problème premier, c'est que si, bien sûr, je suis que dans ce qui me fait kiffer, mais que ça ne répond pas, en tout cas, ça ne s'inscrit pas dans mes compétences, évidemment, je ne vais pas être performant. Ensuite, si je suis dans mon coin à faire des choses que j'aime, pour lesquelles j'ai la compétence, mais qui ne sont pas avec les besoins, je ne suis pas aligné, et ça posera forcément un problème de contradiction avec ce que l'entreprise attend. Mais vous voyez bien que si je suis uniquement dans une zone où on développe la compétence par rapport à des besoins, bien sûr, il y a un contrat de travail. De façon très pragmatique, on peut se dire que c'est ce qui est attendu, mais on voit bien le manque d'engagement qui serait la plus grosse et grave conséquence pour le collaborateur. Donc, il y a matière à trouver des choses. Quelques illustrations rapides du sweet spot. Alors, la première, chez Bill Gore, donc Gore-Tex, ce tissu dérivé du téflon, qui avait des applications spatiales, textiles, etc., médicales, mais qui, sous l'impulsion d'un collaborateur qui était passionné de guitare électrique et qui a eu du temps aussi dédié par son manager, parce que c'était la philosophie de Gore, qui a aussi travaillé en s'amusant, il a testé qu'est-ce que ça donnerait de faire des cordes de guitare électrique, et ils ont investi le marché avec la marque Elixir, qui est la marque du groupe. On va dire la tradition ou l'histoire populaire dit que la pâte à modeler Play-Doh, c'est la même chose, c'est une application ratée d'une matière qui devait pas être quelque chose de ludique, mais parce qu'elle a été utilisée par quelqu'un qui était passionné de jeux pour les enfants, ça a donné une application commerciale et une réussite pour l'entreprise, mais aussi une réussite pour le management, de dire le collaborateur contribue aussi avec ces liens, en lien avec ses centres d'intérêt. Le post-it, une colle ratée, et je crois que c'était un musicien qui utilisait ça sur du papier pour noter sa partition. Et donc ses collègues ont trouvé que c'était quand même une super application qui n'existait pas, quelque chose qui colle, mais qui ne colle pas vraiment définitivement. Et puis Gmail, j'ai souvent vu cette anecdote, comme quoi sur son temps libre, je crois que les employés de Gmail avaient 20% de leur temps libre dans le sens, libre de pouvoir développer des activités accompagnées et structurées pour produire de la valeur en explorant, en innovant, ça donnait une application de gestion des mails. Moi-même, j'ai rencontré un accompagnement d'entreprise dans le retail, un rayon boulangerie qui était un peu en berne, et une employée du service boulangerie qui était passionnée par la collection d'objets anciens, plutôt ruraux. Et donc, l'idée, sous sa proposition, de faire une sorte d'animation à l'entrée du magasin avec des pots au lait, des corbeilles, tout ça, ça venait de chez elle. C'était son idée, c'était sa passion, d'une certaine manière, ou une de ses passions. Elle a réussi, avec son manager, chef de rayon, à trouver un terrain commun pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Sur le champ de la motivation, je continue d'essayer d'explorer avec vous comment on peut maintenant révéler sur le champ de la motivation quels sont les leviers. Frédéric Herzberg, qui a largement inspiré, notamment dans nos approches, avec cette notion de facteurs internes et externes. Dans ce cadre de webinaire, je vais laisser rapidement sur comment on a réussi, nous, à synthétiser ces apports sur les facteurs internes, c'est-à-dire liés strictement au travail, et puis les facteurs externes, qui sont plutôt périphériques au travail. Mais là aussi, il y a un travail exploratoire
entre le manager et le collaborateur pour se dire, ben tiens, il y a peut-être des facteurs qui jouent sur la motivation davantage et de façon plus pérenne que les facteurs externes qui jouent davantage sur la démotivation et qui ont peu de poids sur la motivation long terme. Et comment je regarde de façon assez régulière avec mon collaborateur qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le démotive, sur quoi on peut agir. Et notamment, on voit sur les cartes bleues claires du haut qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le collaborateur pour essayer de rendre son travail plus utile et de pouvoir lui faire exprimer ce qu'il sait faire et ses talents, qui sont parfois méconnus ou sous-exploités, comment je peux lui donner de la reconnaissance et rendre son travail visible, comment je peux lui donner de la maîtrise, à la fois dans le développement des compétences, mais aussi dans la capacité à trouver ensuite du pouvoir, de dire, de l'autonomie, de le responsabiliser, et puis de le faire travailler avec l'équipe, qui est aussi un levier formidable de motivation. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont managers et qui ont envie d'explorer ces champs-là, mais pour vous-même, de vous poser les questions cette année, qu'est-ce qui m'a plutôt motivé, qu'est-ce qui m'a plutôt démotivé, et de voir, est-ce que, avec votre manager si possible, est-ce qu'il y a la latitude pour essayer de les adresser et d'activer les leviers de ce qui vous motive et d'atténuer les effets de ce qui vous démotive. L'outil indispensable du côté de l'accompagnement pour pouvoir soutenir son collaborateur, c'est d'inscrire dans le quotidien des rituels qui vont rythmer des points de rencontre un petit peu plus formels, un peu plus encadrés, qui vont au-delà de l'entretien annuel d'évaluation, qui est un exercice RH bien sûr indispensable. Tout dépend bien sûr comment on le fait, mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'on évalue uniquement le collaborateur ou est-ce que ça ne serait pas intéressant d'évaluer de façon un peu réciproque quelle est la capacité à réussir ensemble, entreprise, manager et collaborateur. Mais en tout cas, pour ce qui est du manager au quotidien, c'est de pouvoir proposer des temps de rencontres qui vont découper l'année de façon rythmée avec des entretiens de suivi d'activité qui seront beaucoup plus courts, mais qui permettront de se focaliser sur l'actualité et de ne pas être uniquement dans cette rétrospective un peu longue qu'on peut avoir en fin d'année. Et ces entretiens vont être des temps privilégiés, au-delà de la porte qui est ouverte, pour regarder quel est le bilan de ce qui a été fait et se projeter à court terme dans la suite, de pouvoir découper des objectifs intermédiaires et d'accompagner et d'ajuster son management au quotidien. L'exercice d'entretien agile, on s'inspire de cette approche d'itération et d'incrémentation, de pouvoir suivre et ensuite de compléter, in fine, avec l'entretien annuel. Ça peut être complété à n'importe quel moment, bien sûr, de tous ces échanges informels, on se croise et on peut aider même sur le terrain le collaborateur, mais aussi d'autres entretiens sur le même mode, où on va pouvoir prendre un temps uniquement pour valoriser le collaborateur et le mettre en exergue ce qu'il a mis en place, les efforts qu'il a mis en place, pas forcément que les résultats, et de pouvoir le faire émerger de façon claire. Peut-être un entretien uniquement de mise au point, ça peut être aussi un entretien de recadrage qui a vocation aussi à se projeter avec un objectif de comment on trouve une solution à la situation qui était complexe et qui avait des impacts négatifs. Un entretien de formation, dans la bonne pratique avant-après, ça peut être bien. Et puis, bien sûr, l'entretien de délégation, qui a vocation à proposer une délégation, délimiter les contours et essayer d'engager de façon concrète. Donc cette dynamique ritualisée d'entretien, elle me semble indispensable aujourd'hui pour que le manager puisse pleinement assumer sa fonction de coach, parce que les rendez-vous avec le coach, c'est bien ceux-là qui permettent de progresser et de pouvoir aussi mesurer les choses et de ne pas être simplement dans une sorte de constat sans pouvoir activer au quotidien et réajuster surtout au cours de l'année. Enfin, je voulais vous proposer aussi un petit tour d'horizon du feedback et de comment le manager peut s'appuyer sur les techniques du coaching. Il s'agit dans le feedback de ce qu'on appelle un retour d'information, mais ce retour d'information dans le management, il est un peu plus structuré, il peut tout à fait être réciproque, le collaborateur peut tout à fait faire ce retour structuré, au contraire, on essaye d'instaurer ou de développer une culture du feedback, on va essayer de partager une observation, une perception, et l'objectif de ça, c'est d'éclairer, de se projeter dans les actions futures pour qu'elles puissent être plus fluides et plus agréables pour les uns et pour les autres.
Dans le feedback, on peut simplifier entre un feedback positif ou négatif. Moi, ce que je vous propose comme lecture, c'est plutôt 4 modes et se poser la question, mon feedback, il a comme objectif de faire quoi? Premier objectif, c'est un objectif de renforcement. Feedback de renforcement, ça va être l'occasion de pouvoir valoriser ce qui a été fait, de pouvoir analyser ce qui a été fait, qui a bien été fait, ou en tout cas qui a eu des conséquences positives, et d'avoir un temps aussi pour mettre en valeur les efforts peut-être qui ont été faits, et d'essayer de le maintenir dans le temps et encourager à ce que ça se maintienne. Le feedback alternatif, ça va être l'occasion peut-être de proposer autrement les choses et de faire une sorte de proposition comme par exemple ta présentation était pertinente, la prochaine fois, qu'est-ce que tu dis de structurer ça différemment. Le feedback réflexif, on en a parlé tout à l'heure, cette prise de recul à laquelle on invite, le feedback peut aussi permettre d'inviter à la réflexion au pas de côté. Quand tu repenses à cette situation, qu'est-ce que tu ferais différemment, par exemple? Comment tu as ressenti les choses à ce moment-là? Là, on va bien sûr s'appuyer sur des questions plutôt ouvertes. Et puis, le feedback correctif, qui va proposer autre chose parce que il ne s'agit pas juste de proposer des alternatives, mais ce qui a été proposé, ça a posé problème. Et plutôt que d'être sur juste le jugement un peu punitif de c'est mal, c'est pas bien, le correctif, il invite à pouvoir progresser. Et on peut d'ailleurs avoir, comme je le disais, de façon très réciproque, un manager qui va recevoir du feedback correctif d'un collaborateur qui va dire tu sais, j'ai pas trop apprécié la manière dont tu as présenté les choses tout à l'heure, tu as un peu minimisé ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses que tu pourrais, lors de la prochaine réunion, être un petit peu plus juste? Donc, il peut tout à fait y avoir ce dialogue constructif qui va s'inscrire aussi avec d'autres outils dans un échange qui cherche à partager, à encourager et à développer de façon assez efficace la confiance qui va se construire au fur et à mesure du temps. Elle peut être proposée au départ dans le cadre, mais elle va surtout s'éprouver dans le temps, et notamment lorsqu'il y a des loupés, et qui va finalement s'évaluer une fois qu'on aura surmonté ou pas ces difficultés. Et donc c'est souvent comme ça que le feedback peut contribuer à construire de la confiance. Alors, pour en arriver bientôt à notre conclusion, les ressources du manager pour pouvoir développer, accompagner, on entend que c'est quand même très ambitieux et ça ressemble beaucoup à du management sur mesure. Déjà, dans un premier temps, les ressources du manager lui-même, oui, ça va demander du temps et de la disponibilité temporelle, mais aussi mentale. Il va y avoir aussi tout un volet d'organisation et d'adaptabilité. Et puis, ce cadre, cette ritualisation, ça demande aussi de la rigueur, de la discipline, de se tenir, même avec des temps courts, proposés à ses collaborateurs. Et puis de développer ses propres soft skills, tout ce qui est autour de la com, aptitudes pédagogiques, notamment si je dois former ou présenter des messages, développer mon esprit critique, pouvoir développer mes aptitudes, mes compétences en résolution de problèmes. Le leadership, là aussi, en tant que compétence, vient s'inscrire dans ce que peut proposer le manager coach, et puis tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle. Mais il y a aussi dans son écosystème des ressources sur lesquelles le manager coach peut s'appuyer, le collaborateur lui-même. Il y a une forme d'alliance qui est un peu inspirée de l'alliance thérapeutique. On est ensemble pour avancer. Et l'idée, c'est que le manager va pouvoir aussi bénéficier de ce que va donner le collaborateur. Il y a son propre manager qui est une ressource qu'on peut activer. Parfois, on n'ose pas, mais ça serait bien de ne pas hésiter à aller le voir. La fonction RH, qui a vraiment une fonction de conseil, et bien au-delà du fait de mettre en place un plan de formation, d'inscrire, d'envoyer des convocations. Le reste de l'équipe, on en a parlé tout à l'heure. Les autres équipes aussi en transverse sont des opportunités incroyables sur les projets transversaux de pouvoir mettre en place toutes ces dynamiques. Et puis, bien sûr, des acteurs comme Gérézo, comme nous, des spécialistes externes qui proposent de l'accompagnement, du coaching. Je vous propose, pour terminer, juste avant notre temps de questions, il est 44, un dernier petit sondage, peut-être à la lumière de tout ce qu'on a évoqué.
quelle serait pour vous la pratique de manager coach que vous avez envie de voir progresser, peut-être dans votre management, de la part de vos managers ou dans la pratique des managers de votre entreprise. Un dernier petit sondage où je vous propose de choisir entre est-ce que vous voulez plus de feedback structuré, régulier, est-ce que vous voulez davantage d'entretien agile, de délégation progressive, plus de reconnaissance et de célébration, ça fait pas de mal, peut-être plus de mise en situation, plus d'expérimentation, comme on l'évoquait avec Gore, peut-être plus de développement de sweet spot ou autre chose. Vous pouvez choisir autre et éventuellement le détailler dans le chat si vous voulez bien. Merci pour votre participation. Du feedback structuré, régulier, 50%. Des entretiens agiles, 50%. Ça a l'air d'être assez net sur les priorités de ce que le manager coach pourrait faire. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et aux différents sondages. Vous avez peut-être des questions. Si vous le souhaitez, c'est le moment de le faire. En attendant, moi, ce que je vais vous rappeler, c'est que cet épisode du Manager Coach, il s'inscrit dans la continuité de notre web-série, les 3 casquettes du manager. On a Kelly qui a la possibilité de mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez accéder facilement à la chaîne G-Réseau et au replay des précédents épisodes, notamment le boss, le leader, et puis bientôt le code qui sera mis en ligne. Et puis, c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'avec Olivier, nous avons écrit il y a quelques années ce bouquin, guide pratico-pratique, boîte à outils, des 6 constellations du management, qui sont présentées dans l'inspiration des approches qui vous ont été proposées dans ces différents webinaires. Et je regarde si dans le chat, il y a des questions. Je regarde vos messages. Merci pour les gentils messages de remerciement. Merci Kelly pour les liens. Oui, absolument, le support sera en ligne. Vous pouvez le récupérer. Est-ce qu'il y a des éventuelles questions sur le sujet du manager coach? On a encore quelques minutes pour répondre si vous le souhaitez. Merci pour votre message, Tati. Très heureux si ça peut être utile d'amener aussi un peu de clarification dans ce qu'on peut voir et projeter de ce qui est du ressort du manager coach par rapport au coaching en général. Je vous remercie pour votre participation. On peut terminer plus tôt si vous n'avez pas de questions. On est de toute façon joignable, l'équipe G-Réseau et moi-même, si vous voulez nous contacter, notamment pour des questions ultérieures sur vos sujets de management. Je vous souhaite bonne continuation à tous. On se retrouvera pour un nouvel épisode au mois d'octobre sur les compétences transversales du manager qui sont au cœur de cette triade boss, leader et coach. Merci, bonne journée à tous et à bientôt.